Je vais donc me rattraper auprès de toi Disneyland Paris. Voici les meilleures idées de Disneyland Paris. Numéro 1, le 12 avril. Donc, le 12 avril. Bon sang que c'était bien. Je vous explique mon expérience personnelle. Lors du 12 avril, je m'étais un peu organisé avec ma famille, car nous savions que les fans sont un peu déglingos là-dedans. Ça je l'assume, je le suis aussi. Et que donc du coup, ils seraient très nombreux ce jour-là. Donc du coup, nous avons pris une chambre d'hôtel pour pouvoir être aux premières loges lors du spectacle. Et bon sang de bonsoir que j'ai pas regretté de me lever à 6h20 du matin pour assister à ça à 9h. Je vous mets une petite vidéo qui compile un peu les moments de ce spectacle, mais pour tout fan de Disney et fan de spectacle, ce spectacle était juste la quintessence. Extrait. Et clairement, ce spectacle, bien qu'étant le seul vrai événement unique de ce 12 avril, valait franchement tout. Certes, j'ai pas pu voir tous les personnages en costume de 12 avril, car, comme d'habitude, Disneyland Paris privilégie ses VIP. Mais bon, ça, hein, on peut pas trop leur en vouloir, hein. Enfin, si, un petit peu, mais bon. Mais à part ça, c'était le jour où j'ai profité du 25e anniversaire à fond. C'est là que je me suis rendu compte que Illumination n'était pas si mal que ça. Ouais. Que la parade était géniale. Que Joyeux anniversaire Disneyland Paris était le meilleur spectacle du Théâtre du Château depuis un certain temps. Et que surtout, le 12 avril était extra. On était entre fans. J'étais là. Là. Bon, on me voit pas trop. J'étais là lors de la photo de groupe de Disney Central Plaza ED92 et Disney Gazette. C'était absolument génial. Et d'ailleurs, les gars, si vous me regardez, on a réussi à faire une photo tous ensemble. Vous pensez pas que vous pourriez essayer d'arrêter de vous disputer entre forums? Ça serait pas plus simple qu'on s'échange des informations sur ce genre de rencontres? Essayez de vous rencontrer entre fondateurs de forums de temps en temps. Enfin bref, le 12 avril était génial. On a même eu, vous regardez, un badge spécial 12 avril. Hein. À mon avis, beaucoup de fans l'ont dans leur bibliothèque. Vous voyez, Disneyland Paris, là, ils avaient prévu le nombre. Mais donc, du coup, le 12 avril était absolument génial. Et ce n'est pas la première bonne idée de Disneyland Paris. On continue. Numéro 2. L'augmentation des passeports, pas tapé. Bon. Là, je vais me faire des ennemis sur ce coup-ci. L'augmentation des passeports, top. L'augmentation des passeports était obligatoire pour Disneyland Paris à un moment. Je dis pas que c'était une bonne idée au tout départ, mais ça l'était au fur et à mesure. Explication. Disneyland Paris, depuis la période 2011, 2012, 2013, je crois que je vais l'appeler le trio maléfique, était dans une très mauvaise passe. Il y avait beaucoup de ventes privées, beaucoup de prix, beaucoup de tickets offerts. Bref, beaucoup de monde pour des attractions qui n'en pouvaient plus et pas de spectacle. Et donc, on se retrouve à l'aube du 25e anniversaire où on nous annonce que les passeports vont augmenter pour le plus haut, atteindre les 400 €. Autant vous dire que j'ai râlé, que les fans ont râlé, mais certains autres fans ont exposé la chose différemment, et moi aussi, du coup. Les passeports doivent augmenter pour qu'il y ait une plus petite communauté de fans dans les parcs et que Disneyland Paris perde moins d'argent. Comme vous pouvez le voir, les tickets offerts, les ventes privées, il n'y en a plus autant qu'à l'époque. Et j'ai pas envie de dire c'est pas si mal parce que je préfère que des gens puissent profiter de Disneyland Paris une seule journée dans leur vie
qu'un fan y aille toute la semaine et se plaigne du parc en retour. Et ça, je pense que très peu d'entre nous ont le même avis là-dessus. L'augmentation des passeports était obligatoire pour que Disneyland Paris obtienne plus de prix au niveau des passeports. Je dis pas que c'est un peu de magouille économique histoire d'avoir plus d'argent, mais au moins maintenant que les passeports ont augmenté, on est un peu moins nombreux, un peu moins. Ça se sent déjà dans les avant-premières, je peux toujours avoir une place quasiment. Et encore une fois, il y a quelques problèmes au niveau des Infinity et des autres passeports. Ouais, d'ailleurs, les fans qui crânent parce que vous avez un Infinity, même les gens qui crânent quand vous avez une Infinity. Non. On passe pour des imbéciles après. J'ai un Infinity, est-ce que je me permets de crâner et de dire j'ai tous les droits parce que j'ai une Infinity? Non. Certainement pas. C'est pas poli. Et ça se fait pas. Surtout pas auprès des cast members. Encore une fois, laissez les cast members tranquilles, Passeport Infinity. Je vais le coller devant les portes de Disneyland Paris. Laissez les cast members tranquilles. C'est la dernière fois que je le dis. No joke. Numéro 3. Forest et Chantons la Reine des Neiges. Donc, Forest et Chantons la Reine des Neiges. Bien que je n'apprécie pas tellement que ça Chantons la Reine des Neiges, il faut avouer que quand il arrivait, j'étais euphorique. On était tombé dans l'époque où le chapeaural n'avait plus rien. Tarzan avait été supprimé, Mickey la magie de l'hiver avait été supprimé, Goofy Summer Camp avait été supprimé. Oh non, j'avoue, c'était nul ça. Et là, on nous annonce, va y avoir un spectacle La Reine des Neiges dans le chapeaural. Autant vous dire que beaucoup de fans, dont moi, étions ravis. Car ce n'était pas seulement un spectacle La Reine des Neiges sur un des meilleurs films que Disney ait fait, parce que je suis désolé, c'est un des meilleurs films, hein, ça se voit à son box-office, mais c'était aussi le retour du chapeaural, un théâtre qui avait été fermé de longues années à cause d'une mauvaise politique par rapport au spectacle. Et là, on se retrouve avec un spectacle, certes un peu flemmard sur les bords et un peu trop court à mon goût, car je suis désolé, des écrans, non. T'enlèves les écrans, t'enlèves le côté karaoké, tu fais un vrai spectacle, ça passait. Mais bon, il n'existe plus pour le moment. Et donc, Chantons la Reine des Neiges était l'ambassadeur de ce retour en force des spectacles Disney. Mais ce n'est pas le seul, car oui, lors de l'été 2016, nous avons eu le droit à ce magnifique show qu'est Forest of Enchantment, la forêt de l'enchantement. Comment décrire à quel point j'ai adoré ce spectacle la première fois que je l'ai vu. Il était rythmé, il y avait des personnages qu'on ne voyait pas souvent, il y avait un univers, parce que ça c'est un truc que les parcs Disney, certains ont compris, pas tous. Ce n'est pas parce que tu mets pas de personnages à gogo que les gens ne vont pas aimer. Les gens vont aimer tant que c'est rythmé, tant que ça se tient. Et on peut le voir à quel point les gens adorent Renard, Enchanterella, Lizardo, Regina, Lucille ou encore Water Lilo. Je crois que son nom c'est comme ça. Et dans tous les cas, ces personnages sont vraiment appréciés de la communauté de fans. Et ça, c'est un truc que Disneyland Paris n'a pas forcément compris aux premiers abords. Mais en les multipliant un peu et en les utilisant mieux, je pense qu'ils ont compris que leurs personnages comptaient beaucoup pour les fans et pour leur public. Car avoir un personnage inconnu, ça aide. Car après, ce personnage inconnu, on ne le voit que dans ce spectacle. Et donc, plus de liens émotionnels avec ce personnage qu'on a adoré. Si je devais donner un seul conseil à Disneyland Paris par rapport à Forest, si un jour il compte le faire revenir, développer une gamme de produits. Ça, c'est un truc que Disneyland Paris n'arrive toujours pas à faire dans le synthétique. Pour reformuler, Disneyland Paris n'est pas en symbiose entre ses produits et ses spectacles. Exemple, la saison de Noël avec l'incroyable Noël de Dingo, que j'aborderai un petit peu après. Nous avons un spectacle où il y a Dingo, un personnage apparemment très apprécié des Français, qui est présenté sous différents costumes, elfes, soldats, biscuits, danseuses, et Disneyland Paris ne s'est pas dit à un seul moment, venez, on fait des produits là-dessus.
Là où Tokyo Disneyland aurait fait toute une gamme de produits, ne serait-ce que sur un seul dingo. Et ça, malheureusement, Disneyland Paris n'arrive toujours pas à le faire. J'aurais adoré que Forest ait une gamme que à lui. Je dis pas sortir de belles statues, et encore si, des statues, ça ils peuvent le faire. Pas sortir des figurines comme j'adore, il y en a plein derrière. Mais ne serait-ce que de sortir des petites peluches, des photos, des cartes postales, des trucs comme la mienne, ma baguette magique. Mais version forêt, vous pouvez le faire et ça se vendra. Les gens ont vu le spectacle, ils vont acheter les produits. C'est comme ça que ça marche. Où sont les produits Mickey et le magicien? Ce spectacle fait ça le comble. Où est le Mickey le magicien? Parce que moi par exemple, j'ai dû me faire un zoom. Non, il est joli hein. Mais où sont les peluches génie? Où sont les peluches lumière? Où sont les peluches Olaf et la Reine des Neiges? Vous avez un stand juste à côté, utilisez-le pour Mickey et le magicien. Mais nous sommes sur les bonnes idées, arrêtons de râler. Numéro 4, Mickey le magicien. Et avec cette transition même pas prévue, parlons de Mickey et le magicien. Par où commencer? Ce spectacle est le meilleur spectacle que Disneyland Paris n'ait jamais créé. Sans comparaison, c'est le meilleur. C'est strictement le meilleur que Disneyland Paris n'ait jamais fait. Ils ne peuvent faire que mieux pour le succéder. Parce que, apparemment, d'ici quelques années, Mickey le magicien ne va pas durer 14 ans comme Animagique. Si vous voulez remplacer par un truc Pixar par exemple, vous devez faire mieux. Beaucoup mieux. Et ça va être compliqué à mon avis si on enlève tout ce que vous avez créé. Et donc, Mickey le magicien a débarqué après qu'Animagique est fermé, comme dit plus tôt, juste là. Le show a été très bien accueilli par le public, très bien accueilli par la communauté de fans, à part les 2-3 râleurs là, et encensé par la presse. Il fait partie de la trilogie des shows, j'aborderai ça dans l'épisode spécial sur les spectacles, que j'appelle les aventures de Mickey, avec Mickey in the Wondrous Book, Mickey and Magical Map et Mickey le magicien du coup. Ces spectacles sont des spectacles high-tech, des spectacles neufs, de nouveaux spectacles. Mais nous les aborderons une autre fois. Tout ça pour dire, Mickey le magicien était une des meilleures idées de Disneyland Paris. Et ça, on peut pas leur enlever, c'était génial. Juste génial. C'est le digne remplaçant d'Animagique. Numéro 5, le retour en force des saisons. Donc, le retour en force des saisons. Encore une fois, après la période du trio maléfique, vous me suivez là, les saisons ont connu un déclin incroyable. Un seul spectacle pour Halloween, la cavalcade d'Halloween qui n'avait que 2 chars, la cavalcade de Noël qui n'avait que 3-4 chars à peine. C'était pas possible, c'était des saisons au rabais. Et c'est là que d'un coup comme ça, à peu près quand Chantons la Reine des Neiges a débarqué, les saisons ont commencé à exploser. Halloween, par exemple, a connu la création du spectacle « C'est bon d'être méchant avec les vilains Disney ». Ce show était un prétexte pour faire un meet and greet juste après, mais qu'est-ce qu'il était bien! Sa première version était certes courte, mais il y en avait plusieurs par jour. Mais sa seconde version, un peu plus longue, était vraiment géniale. La cavalcade s'est améliorée aussi avec le rajout d'un autre char, plus de danseurs, qui rend le tout un peu plus dense, et Noël a eu le maximum. Un spectacle nocturne, un spectacle avec Mickey, Minnie et le Père Noël devant le sapin. Après le pas terrible élimination du sapin sans personnage, mais ça ils ont vite corrigé. Et bien sûr la cavalcade de Noël qui est toujours une référence, tellement une référence qu'elle est devenue une parade à part entière maintenant, avec 6 ou 7 chars, je sais pas. Mais ce ne sont pas les seuls, car nous nous retrouvons avec le printemps. Le printemps était une saison vraiment mal utilisé par Disneyland Paris, il n'y avait juste rien à cette époque-là. Donc du coup, nous nous retrouvons en 2014 avec l'arrivée de la saison Swing into Spring, avec la balade printanière, qui était un des shows les plus massifs et impressionnants de Disneyland Paris, qui n'a duré qu'une seule année malheureusement, question d'argent à mon avis. Mais les années suivantes, nous avons reçu la Garden Party de Dingo, qui certes a été décriée par beaucoup de fans comme étant vraiment inférieure, mais pour ma part, j'ai trouvé ça très bien, qualitatif et franchement sympa. Il y avait aussi le train du printemps de Minnie,
qui était une très bonne animation. Et l'intérêt surtout, c'est qu'il y avait des personnages plutôt rares avec les lapins, le chat de Cheshire, et surtout le flash mob au centre de Central Plaza qui était une des meilleures idées que les cast members ont eu, parce que ça vient des cast members eux-mêmes cette fois. Mais là où Noël a connu son apogée cette année, Halloween a connu sa pire saison depuis le trio maléfique en fait. Parce que ce n'est même pas un petit spectacle qu'on nous a proposé, c'est des animations en rabais. Et c'est ça le problème. Mais en 2017, Noël a connu son apogée avec des spectacles vraiment développés et avec un fil rouge que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est Dingo. Car oui, les histoires sont reliées entre elles. Dingo saute d'un spectacle à l'autre suivant l'ordre dans lequel on regarde. Parce que si on commence, il est d'abord dans la parade, où il guide ses amis pour amener la saison de Noël. Ensuite, il est dans le Very Merry Stitchmas, où il a aidé le Père Noël et il commence à installer la fête avec ses amis. Il est ensuite dans le Big Band, avec ses amis Mickey et Minnie, et profite tranquillement de sa soirée de Noël. Il est dans Sing Me a Merry Christmas, où encore une fois il est en retard car il aide le Père Noël. Et donc du coup nous arrivons à l'incroyable Noël de Dingo, qui surplombe un peu toutes ces petites histoires, où Dingo devient l'assistant du Père Noël. Et bien sûr, Dingo est un véritable fil rouge lors de cette saison. Les spectacles sont magnifiques, ils étaient géniaux, tellement géniaux que j'aurais voulu qu'ils restent plus longtemps. Mais bon, malheureusement... Mais qu'en est-il du printemps et d'Halloween du coup? Halloween a connu son apogée en 2016 pour sa nouvelle saison avec, comme je l'ai dit, C'est bon d'être méchant avec les vilains Disney et la cavalcade. Et le printemps a connu son apogée en 2016 aussi, mais malheureusement a été remplacé par une nouvelle saison et j'espère qu'elle sera très bien. La saison Pirates et Princesses, c'est cette année. Et pour ma part, j'attends beaucoup de cette saison, car remplacer Swing into Spring, ça sera quand même plutôt compliqué. Numéro 6. La mise en valeur des studios. Ensuite, nous avons la mise en valeur des studios. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ratatouille, Toy Story Playland, le rajout des spectacles comme Mickey le Magicien, le futur show Marvel, les saisons de Noël, Halloween et saison de la Force, ce sont des valorisations dont Studio a besoin. C'est un parc avec une histoire franchement compliquée, qui a un peu traîné son grand frère dans la boue, sans faire exprès. Mais là, on est arrivé à un point où Disney Studio est quasiment un parc à une journée entière. Il manque plus que quelques éléments, style une parade nocturne, et des restaurants, plus de restaurants ouverts à une certaine heure et des attractions qui gèrent, plus de performances de Mickey le Magicien et du show Marvel qui arrive, et enfin, Studio pourra être un vrai parc d'une journée entière. On y arrive les gars, n'abandonnez pas, on y est presque. Numéro 7. Toutes les parades. Quasiment. Donc, les parades. Pourquoi je dis quasiment? Parce que comme je l'ai dit un peu plus haut, la magie Disney en parade, ça c'était... Non, c'est pas une nouvelle parade ça. C'est une recolorisation, un remix, et c'est pas une nouvelle parade. Mais je peux en quelque sorte l'accepter, parce que c'est vrai que la parade des rêves Disney, bien qu'elle était géniale, méritait un petit remix. Ça faisait depuis 2007 qu'on l'avait, il était peut-être temps de changer un petit peu. Mais ensuite, toutes les autres parades, quasiment toutes, même la Star & Carte que je déteste, enfin je ne la déteste pas mais qui est vraiment ennuyeuse, toutes les parades étaient une bonne idée. La parade des princesses, Dancing, Catchy Rhythm, bref, la Imagination Parade, les parades d'Halloween, de Noël, les cavalcades, la Stars on Parade, elle est franchement géniale celle-là, la parade des rêves, pour la citer à nouveau. Toutes ces parades sont magnifiques et ont toujours apporté ce qu'elles devaient apporter. De l'animation, de la vie et voir des personnages devant les yeux des petits enfants et des petits adultes restés enfants. Comme moi par exemple. La Cinema Parade aussi était géniale, je suis désolé. Numéro 8. La légende du Roi Lion. La légende du Roi Lion. Alors la légende du Roi Lion,
Pourquoi je trouve qu'elle mérite d'être aussi haut? Alors c'est tout simple, au lieu de synthétiser ça sur uniquement ce spectacle, disons le Videopolis Theater était une très bonne idée. On a eu des spectacles comme Euro Disneyland c'est magique, comme Mulan, comme La Belle et la Bête, mais La Légende du Roi Lion est pour moi la quintessence de ce théâtre, car c'était le show le plus développé d'un point de vue histoire, personnage, enfin histoire c'est l'histoire du Roi Lion, mais c'était celui qui était le plus développé et qui utilisait plus son terrain. Bien que Mulan et d'autres spectacles avant lui utilisaient bien mieux le théâtre, La Légende du Roi Lion est restée le plus longtemps et c'est pas pour rien. Et c'était une des seules représentations du Roi Lion avant qu'Annie Magique et Mickey le Magicien juste après lui arrivent. Ce show était tout simplement exceptionnel. J'ai pu le voir quand j'étais petit, il a été génial. Et quand je le vois en vidéo, il est toujours aussi génial. Donc j'espère vraiment que le prochain show au Chaparral Theater s'inspirera de La Légende du Roi Lion, qui s'inspirait lui-même du Festival of the Lion King de Animal Kingdom. Allez faire vos recherches. Car ces shows sont tout simplement exceptionnels et redonnent leur lettre de noblesse à un film qui mériterait beaucoup plus qu'une simple apparition dans la parade et une apparition éclair dans des spectacles. Numéro 9. La réhab de Pirates des Caraïbes. La réhabilitation de Pirates des Caraïbes. Ça fait couler un peu d'encre dans la communauté de fans, mais cette réhabilitation était tout simplement géniale. J'ai redécouvert une de mes attractions préférées. C'était magique, magistral. Les animatroniques de Jack Sparrow et Barbossa et les quelques musiques rajoutées ne sont que bénéfiques. Bien que certains fans dénoncent que l'histoire est un peu démolie par Disneyland Paris, c'est de la très bonne qualité. Et c'est une nouvelle histoire, il faut s'y adapter. Certes, c'est rajouter de la licence dans les attractions qu'on connaît déjà, mais Disneyland Paris en avait besoin. C'était le dernier parc à pas l'avoir fait. Il fallait qu'il le fasse et on l'a fait intelligemment et on l'a bien intégré surtout. Barbossa, malgré ce que vous en dites, est très bien intégré à l'attraction. On peut ranger dans ce sac-là aussi Star Tour. La réhabilitation de Star Tour m'a fait redécouvrir l'attraction qui ne me transportait plus dans l'espace depuis des années. Je sentais que c'était un simulateur et non, aucune immersion. Nous sommes maintenant dans Star Tour, l'aventure continue. Et là, je suis dans l'espace à chaque fois. Je suis immergé dans un univers qui est à 100% refait et qui m'immerge complètement. Et ça, c'est la magie Disney. J'espère que la réhabilitation de Phantom Manor sera du même acabit et que le spectacle Marvel arrivera autant à m'immerger que Star Tour 2. Je vous fais confiance, Disneyland Paris. Numéro 10, le parc lui-même. Oui, je sais, c'est un peu bébête, mais le parc lui-même est une des meilleures idées que Disney ait jamais eues. On a failli ne pas l'avoir, l'Espagne a failli l'avoir, ils ont eu Port Aventura à la place, vous pouvez voir cette vidéo d'ailleurs de Professeur Archéo. Disneyland Paris est une des meilleures idées que Disney. Ils se sont implantés en France, c'est maintenant le premier site touristique de France. Disneyland Paris permet aux gens de vivre la magie Disney, permet aux gens de profiter et de sortir un peu de leur quotidien. Bien qu'il y ait de nombreuses incivilités, le plus souvent, on ressort du parc avec un grand sourire, des souvenirs plein les bras et plein la tête. Et ça, mes amis, c'est génial. Moi-même, avec un passeport Infinity, j'y vais très souvent. Et à chaque fois, c'est toujours la même magie. La même magie que j'ai quand j'étais enfant. La même magie que j'avais quand je regarde mes DVD d'une aventure magique à Disneyland Paris. Quand je regarde certaines vidéos du passé, je me dis « Ouais, là c'était magique à cette époque-là. » Et maintenant quand j'y vais, je me dis « Ouais, c'est toujours magique. » Et c'est ce genre de magie qui me donne envie de toujours contribuer à la communauté Disney, à, bien entendu, participer à la communauté Disney, travailler avec Disney, enfin bref. Tout ça pour dire merci Disney. Vous nous avez offert un des parcs les plus beaux. Certes, il a ses défauts, mais comme tous les parcs d'attractions dans le monde, tout le monde a ses défauts. Mais il reste toujours parfait, dans les souvenirs, dans la tête et dans le cœur. C'était très niais, mais comment finir autrement? Disneyland Paris, j'espère que tu seras là encore pendant de longues années. On fêtera ton 50e anniversaire tous les deux. T'inquiète. Et voilà qui conclut cette vidéo
plutôt à chaud et moins écrite que les autres. Et c'est un peu une sorte de transition avec les concepts. Car nous arrivons dans une période où je vais faire plus de réactions à chaud et moins de réactions écrites comme les 2 premiers épisodes. Il y aura toujours des épisodes écrits, tels que le prochain, qui sera sur les spectacles Disney en général, mais il y aura aussi beaucoup de critiques, et plus particulièrement dans les prochains mois ou semaines, des critiques sur les live-action Disney, Maléfique, Alice au Pays des Merveilles, et bien d'autres. Et donc, vous, quels sont vos meilleurs et pires souvenirs à Disneyland Paris? Dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi où vous voulez, par mail ou sur les forums Disney si vous arrivez à me trouver bien entendu. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode sur les spectacles Disney où je m'attarderai plus en détail sur tout ce que j'ai dit sur Forest of Enchantment, sur Mickey le magicien, sur les spectacles nocturnes et bien d'autres. Sachant que les parades, je ne les considère pas comme des spectacles, comme leur nom l'indique, ce sont des parades. Elles auront leur propre épisode. C'est pas trop général ton prochain sujet. Oui, c'est plus pour les fans Disney hardcore. Ouais, je sais que le sujet ne sera pas ouvert à n'importe qui, mais si je peux en apprendre à certains qui ne s'y connaîtraient pas tellement en culture spectacle, ce sera déjà un bon début. Oui. Encore moins de vues pour la prochaine vidéo, hein. Il est tellement pauvre. Ouais. Mais en attendant, l'agent peut conclure sa séance. À la prochaine fois, mesdames et messieurs.